Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je n'ai pas du tout apprécié votre comportement. Huxley, le vice-président exécutif, a dit brusquement, vous devez choisir. Être rétrogradé ou quitter l'entreprise. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de massue. Je suis resté là, abasourdi, pendant qu'il continuait sa tirade. Ce n'était pas un jour comme les autres. C'était la veille de l'étape finale d'une transaction commerciale cruciale. Une affaire que je dirigeais depuis le début. Huxley, sorti de nulle part, a exigé de me remplacer en tant que négociateur principal. Je n'avais aucune idée de l'origine de cet accès soudain de colère. Il n'avait jamais agi de la sorte auparavant. Quel est le problème ? Demandai-je en essayant de garder une voix posée. Sa réponse a tout clarifié. C'est de ta faute, s'est-il emporté. Tu es puni pour m'avoir surpassé. C'est ce qui s'est passé. Huxley, qui avait le même âge que moi, ne pouvait pas supporter ma réussite. Il ne s'agissait pas de la négociation ou de l'entreprise. C'était personnel. Il ne voulait pas me voir prospérer, surtout pas à un poste qu'il pensait mériter. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais travaillé dur, j'avais mis toute mon énergie dans ce poste, et voilà que mon supérieur essayait de me priver de mes réalisations. Ce n'était pas le genre d'entreprise pour laquelle je voulais travailler. Si mon travail acharné ne débouchait que sur la jalousie et le sabotage, à quoi cela servait-il ? J'en ai assez. J'ai dit fermement. Je démissionne. La négociation de demain est à vous, monsieur le vice-président exécutif. Sur ce, je me suis retourné et je suis sorti de la salle de conférence, laissant Huxley gérer le désordre qu'il avait créé. Le lendemain, juste avant le début des négociations, le président Ricker, qui est aussi le père de Huxley, est entré dans la salle. Il a l'air troublé. Alors qu'Emery, demanda-t-il, est censé s'occuper de cette négociation. C'est lui qui est censé s'occuper de cette négociation. Huxley, l'air suffisant, répond. Je l'ai renvoyé hier. L'expression de Ricker changea instantanément. Sa confusion se transforma en colère et il lança un regard noir à son fils. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi l'as-tu renvoyé ? Demanda-t-il. Huxley, qui n'était manifestement pas préparé à cette réaction, tenta de se défendre. Je pensais pouvoir mieux gérer la situation, dit-il avec assurance. Mais Ricker ne l'a pas cru. Avez-vous au moins examiné les documents de négociation ? Demanda T. Et la panique passa sur le visage d'Huxley tandis qu'il saisissait les documents. Il les parcourut rapidement et sa confiance s'effondra. Il avait oublié un détail essentiel et cela se voyait. Son visage pâlit. Je m'appelle Emery et j'ai 38 ans. Ma carrière a été un parcours intéressant. J'ai changé 3 fois d'emploi, mais pas à cause de licenciements ou de fermeture d'entreprise. Mes raisons étaient plus personnelles, même si je disais généralement aux gens qu'il s'agissait d'une évolution de carrière. C'était tout simplement plus facile. La plupart des employeurs acceptaient cette explication sans creuser davantage. Mais lors de mon 4e entretien d'embauche, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le vice-président Nixon a vu clair dans mon jeu. Ce n'est pas la vraie raison, n'est-ce pas ? M'a-t-il demandé en me regardant droit dans les yeux. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui change de travail uniquement pour progresser dans sa carrière. Et si c'était le cas, vous viseriez plus haut. Notre entreprise et la précédente sont à peu près de la même taille. Alors, quelle est la vraie histoire ? Pris au dépourvu, j'ai réalisé que l'honnêteté était ma meilleure option. J'ai haussé les épaules et lui ai dit la vérité. À ma grande surprise, Nixon m'a écouté attentivement, hochant la tête pendant que j'expliquais ma situation. Lorsque j'ai terminé, il a souri et m'a dit. J'ai compris. Je comprends que tu ne veuilles pas le dire d'emblée. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. J'ai quitté l'entretien sans savoir si j'avais fait bonne impression. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courriel qui m'a choqué. Il voulait m'embaucher, non pas pour le poste de superviseur auquel j'avais postulé, mais en tant que nouveau directeur des ventes. Confus, j'ai appelé pour demander des précisions.
Il doit y avoir une erreur, ai-je dit. J'ai postulé pour un autre poste. Nixon a ri. Il n'y a pas d'erreur, a-t-il dit. Notre directeur commercial actuel part bientôt à la retraite et, avec votre expérience, vous êtes le candidat idéal. Le travail d'un manager est de diriger, pas d'être dirigé. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ces paroles ont eu du sens et j'ai accepté l'offre. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise, j'ai rapidement remarqué quelque chose d'inhabituel. La plupart de mes collègues étaient beaucoup plus jeunes que moi. Mais cela ne m'a pas dérangé. En fait, je trouvais cela rafraîchissant. Mes jeunes collègues apportaient des idées fraîches et de l'énergie, et ils appréciaient mon ouverture d'esprit. Cependant, tout le monde n'était pas content. Huxley, le vice-président exécutif, semblait avoir un problème avec moi. Au début, je ne savais pas trop pourquoi, mais les choses se sont précisées après le départ à la retraite de l'ancien directeur des ventes et mon entrée officielle en fonction. Huxley a commencé à pinailler sur tout ce que je faisais. Un jour, après avoir présenté un rapport commercial mensuel à l'équipe de direction, Huxley m'a ouvertement critiqué. Vous auriez dû d'abord obtenir mon approbation, a-t-il déclaré bruyamment au cours d'une réunion. Les autres cadres ont eu l'air confus. Mes rapports avaient toujours été complets et précis. Frustré, j'ai demandé à Huxley ce qu'il voulait dire. De quelles instructions parlez-vous? Lui ai-je demandé calmement. C'est à ce moment-là qu'il a perdu les pédales. Il s'est mis à se plaindre, m'accusant d'avoir dépassé les limites de mon champ d'action. Il était clair que Huxley n'aimait pas que je prenne des initiatives. Mais au lieu de se concentrer sur ce qui était le mieux pour l'entreprise, il en a fait une affaire personnelle. C'est ainsi que nous en sommes arrivés là, Huxley essayant de m'affaiblir simplement parce qu'il ne pouvait pas supporter mon succès. Vous êtes nouveau dans cette fonction, m'a dit Huxley d'un ton condescendant. Vous êtes comme un conducteur inexpérimenté. Avant de prendre une décision, vérifiez d'abord avec moi ou les autres cadres. Ces paroles m'ont piqué au vif. Comparer mon expérience à celle d'un conducteur débutant était insultant et loin de la vérité. J'avais des années de travail à mon actif et j'avais confiance en mes capacités. Alors que je restais là à chercher comment répondre, Nixon, le vice-président, est intervenu pour me défendre. Il a habilement détourné la conversation. Le prédécesseur d'Emery, l'ancien directeur des ventes, l'a pleinement approuvé pour ce rôle, a déclaré Nixon avec fermeté. Les vendeurs ont également indiqué qu'ils trouvaient qu'il était plus facile de travailler avec lui. Il a déjà eu un impact positif. En entendant cela, les autres cadres acquiescent. Ils semblent convaincus par le raisonnement de Nixon. Cependant, le président Ricker n'a pas l'air satisfait. Il se tourna vers Huxley, son fils, et le réprimanda pour son emportement inutile. Les gens talentueux ne peuvent pas être performants s'ils sont constamment remis en question, dit Ricker avec fermeté. Puis, me regardant, il ajoute, désormais, le service commercial s'occupera directement de toutes les négociations. Emery semble prêt à assumer cette responsabilité. Bien que je me sois senti soulagé par ce soutien. Il était clair que Huxley n'était pas satisfait du résultat. Sa frustration se lisait sur son visage. Au cours des semaines suivantes, sa colère s'est transformée en actes subtils de perturbation. Des obstacles, petits mais importants, ont commencé à surgir dans tout le département. À eu début, il s'agissait de petites choses. Les échantillons pour les négociations arrivaient en retard, le matériel promotionnel manquait ou d'autres départements retardaient leur soutien. Mon équipe et moi-même avons réussi à contourner ces problèmes en trouvant des solutions de rechange, par exemple en utilisant d'autres échantillons ou en créant des solutions de fortune. Mais les problèmes n'ont pas cessé. En fait, ils semblaient devenir plus fréquents et plus délibérés. Je ne pouvais me défaire du sentiment que Huxley était derrière tout cela. Chaque département avait ses propres superviseurs, mais chaque fois que Huxley leur donnait des instructions, comme de donner la priorité à d'autres ordres ou de retarder nos demandes, ils suivaient son exemple sans poser de questions. Je ne pouvais pas leur reprocher de suivre les ordres d'un supérieur, mais il aurait été utile qu'ils en informent au moins. Mon équipe à l'avance. C'est alors que s'est produit un événement qui a clairement montré qu'il s'agissait d'un sabotage.
Nous avions réservé une salle de réunion dans un hôtel pour une négociation importante, mais à la dernière minute, la réservation a été mystérieusement annulée. Lorsque nous avons appelé l'hôtel pour savoir ce qui s'était passé, on nous a répondu que quelqu'un de notre entreprise avait appelé et annulé la réservation. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour deviner qui était responsable. Huxley était le seul à avoir le motif et les moyens de faire une telle chose. Je savais que je devais le confronter. Ignorer son comportement ne ferait qu'aggraver les problèmes. Rassemblant toutes les preuves, je suis entré dans son bureau. Déterminé à faire toute la lumière sur cette affaire. Comme prévu, Huxley a joué les innocents. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il en haussant les épaules. Il doit s'agir d'une erreur de votre équipe, mais son histoire ne tient pas la route. L'annulation soudaine, le nombre limité de personnes au courant de la réservation et les liens entre le département des finances et Huxley le désignaient directement. Face à ces preuves, Huxley se tait. Il n'a pas trouvé d'excuses convaincantes pour nier son implication. Même si j'avais envie d'envenimer les choses, je devais me concentrer sur la situation dans son ensemble. Et la négociation était cruciale pour le succès de notre département et de l'entreprise. Soulever un conflit public avec Huxley risquait de mettre en péril la confiance de nos clients. Au lieu de cela, je me suis adressé à lui avec fermeté. Cette négociation est trop importante. Si vous intervenez encore, je n'aurai d'autre choix que d'en référer au président Ricker. J'ai des preuves écrites pour m'appuyer. Huxley me jeta un regard noir, mais ne répondit pas. Pour l'instant, il semblait avoir reculé. Pourtant, je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il n'avait pas fini de semer le trouble. Fidèle à mes craintes, Huxley a fait son coup le plus audacieux au pire moment. Il a tenté de prendre le contrôle des négociations, alors que j'en étais responsable. Ses actions ont semé le chaos et mon équipe a dû travailler plus dur que jamais pour que tout reste sur la bonne voie. Malgré les obstacles créés par Huxley, j'étais déterminé à ne pas laisser son ingérence gâcher les choses. Cet accord était trop important pour l'entreprise et mon équipe. Je me suis attaché à guider mon équipe à travers les difficultés, en veillant à ce que nous restions professionnels et efficaces. Bien qu'Huxley ait essayé de me saboter, je savais qu'en restant forte et en me concentrant sur mon travail, je finirais par révéler son comportement à tout le monde, y compris au président Ricker. En fin de compte, des gens comme Huxley peuvent créer des obstacles temporaires, mais ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un qui est déterminé à réussir. Mon équipe et moi étions prêts à affronter la suite des événements, sachant que nous pouvions relever tous les défis ensemble. Nous avions déjà surmonté plusieurs obstacles, comme l'annulation soudaine de la chambre d'hôtel, et la négociation touchait enfin à sa fin. Tout semblait prêt pour que les dirigeants finalisent le contrat le lendemain. Mais tôt ce matin-là, Huxley m'a convoqué dans son bureau. D'un air suffisant, il déclare « Je ne peux pas vous confier cette importante négociation. Je vais prendre le relais. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. » J'étais confus et décontenancé. Je ne comprends pas, dis-je en essayant de garder ma voix calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Huxley fronça les sourcils, son ton dégoulinant de dédain. C'est le problème. Pourquoi ne peux-tu pas simplement suivre les instructions de ton patron? Vous avez le choix. Vous faire virer ou accepter l'émotion. Nous n'avons plus besoin de vous pour ce travail. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Demain, c'était la dernière étape des négociations, une étape sur laquelle j'avais travaillé sans relâche depuis le début. Le fait qu'il intervienne maintenant et prenne le relais était choquant. Je ne m'attendais pas à une telle explosion d'émotion et d'agressivité de la part d'Huxley. Alors que j'essayais d'assimiler ses paroles, Huxley continua. Son expression s'est transformée en quelque chose de presque jubilatoire alors qu'il ricanait. Tu es puni pour m'avoir éclipsé. Voilà sa jalousie mise à nu. Huxley, qui avait le même âge que moi, ne pouvait pas supporter mon succès. Depuis le début, il sabotait discrètement mon travail, mais maintenant que j'étais sur le point de conclure l'affaire, il a décidé d'agir ouvertement. Lorsque j'ai gardé le silence, Huxley a semblé s'en réjouir. Il s'est adossé à sa chaise avec un sourire suffisant et a ajouté « Vous devenez arrogant juste parce que vous pouvez parler anglais, n'est-ce pas?
votre CV indique que vous avez travaillé dans 3 sociétés commerciales différentes. Mais devinez quoi? Nous avons beaucoup de gens ici qui parlent anglais aussi bien que vous. Il n'était pas difficile de comprendre comment il avait mis la main sur mon CV. Comme le responsable des ressources humaines était sous son contrôle, Huxley avait dû faire pression pour qu'il lui communique mes données personnelles. Mais son raisonnement était absurde. Où voulez-vous en venir? Demandai-je en gardant une voix posée malgré ma frustration croissante. Huxley gloussa, visiblement amusé par sa propre logique. Je peux aussi parler anglais couramment, donc nous n'avons pas besoin de vous pour les négociations de demain. Il était ridicule de penser que mes compétences en anglais des affaires étaient la clé du succès de la négociation. Il n'avait aucune idée de tout ce qu'il fallait faire pour conclure un accord de cette ampleur. Pourtant, je n'ai pas ressenti le besoin de le corriger. Et si vous vouliez prendre la relève, qu'il en soit ainsi. Je n'avais aucune envie de rester dans une entreprise où le travail acharné et les réalisations étaient éclipsés par la jalousie mesquine et le sabotage. J'en ai fini, ai-je dit fermement. Je n'ai aucun attachement à une entreprise où mes supérieurs s'attribuent le mérite de mes efforts. La négociation de demain est à vous, PVE. Sans attendre de réponse, je me suis retourné et j'ai quitté la salle de conférence. Furieux. Je me suis dirigé vers le département des ventes pour préparer mes affaires, déterminé à quitter cet environnement toxique. En chemin, j'ai croisé Nixon. Il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Vous avez l'air contrarié, me dit-il, inquiet. Que s'est-il passé? Nixon m'a invité dans son bureau et j'ai décidé de tout lui raconter. J'ai raconté toutes les actions de Huxley, de ses sabotages répétés à sa dernière tentative de prendre le contrôle des négociations. J'ai même mentionné les incidents précédents, comme la réservation d'hôtel annulée. Pendant que je parlais, Nixon écoutait attentivement, son visage devenant de plus en plus grave à chaque détail. Lorsque j'ai terminé, il a fermé les yeux et a semblé perdu dans ses pensées pendant un moment. Je m'attendais à ce qu'il minimise mes inquiétudes, mais lorsqu'il a finalement pris la parole, son ton était lourd de frustration. Le PVE Huxley a recommencé. Encore une fois, j'ai posé une question confuse. Nixon ne m'a pas donné de réponse directe. Au lieu de cela, il m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel lors des réunions de direction. J'ai réfléchi un instant. Eh bien, à part moi, il n'y avait pas d'autres personnes de mon âge dans ces réunions, ai-je répondu. À eu début, j'ai pensé que c'était parce que ces fonctions sont généralement occupées par des personnes plus âgées, mais maintenant que j'y pense, même pour une société commerciale de taille moyenne, c'est étrange. Il y a sûrement de jeunes employés compétents qui devraient participer à ces discussions. Nixon acquiesce lentement, l'air sombre. C'est exact. Huxley a l'habitude d'écarter les jeunes talents de ces réunions. Je vais vous expliquer pourquoi. Selon Nixon, Huxley a rejoint l'entreprise il y a environ 5 ans, après que son ancien employeur a fait faillite. C'est un mérite qui l'a amené ici. C'était une faveur. L'ex-femme du président avait insisté pour que Huxley joue un rôle, et c'est à contre-ségur qu'il l'a fait entrer dans l'entreprise. Depuis, Huxley a utilisé sa position pour renforcer son pouvoir. Maintenant que le président s'est remarié, Huxley sait que sa position est encore plus précaire, a expliqué Nixon. Il se sent menacé par des employés plus jeunes et plus compétents. Et c'est pourquoi il les écarte systématiquement des postes de direction. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'est donc pour cela qu'il s'en prend à moi? J'ai demandé à Nixon, qui a esquissé un sourire amer. Il n'y a pas que vous. Huxley vient d'un secteur totalement différent et n'a pas de véritable expertise en matière de commerce. Son apparence jeune est son seul avantage. Les gens sous-estiment souvent son âge. Avant votre arrivée, il s'est assuré que personne qui puisse le défier ne s'approche trop près du pouvoir. En entendant cela, tout s'est enclenché. Les actions d'Huxley ne concernaient pas que moi. Elles faisaient partie d'un schéma plus large d'insécurité et de manipulation. Cela expliquait pourquoi il s'était donné tant de mal pour me saboter. Mais cela m'a aussi fait réaliser quelque chose d'important. Sa peur d'être éclipsé n'était pas mon problème.
C'était le sien. Nixon, j'apprécie que tu me dises cela. Ai-je dit en me levant. Mais je ne peux pas rester dans une entreprise où ce genre de comportement est toléré. Nixon a hoché la tête, comprenant ma décision. J'en parlerai au président. Huxley ne pourra pas s'en tirer indéfiniment. En quittant le bureau de Nixon, j'ai ressenti un mélange de frustration et de soulagement. Et la frustration de devoir laisser derrière moi un travail pour lequel j'avais travaillé si dur, mais le soulagement de ne plus avoir à faire face au comportement toxique d'Huxley. Je me concentrais désormais sur l'avenir et sur la recherche d'un endroit où mes efforts seraient appréciés à leur juste valeur. Huxley avait l'habitude de faire des déclarations audacieuses sur l'attrait des jeunes employés, mais il n'a jamais fourni de preuves réelles pour étayer ses affirmations. Pourtant, les cadres chevronnés l'écoutaient, supposant qu'il savait de quoi il parlait. Au fil du temps. Il est devenu évident que le fait d'avoir des collègues de son âge ou plus jeunes autour de lui menaçait sa position. Au lieu d'améliorer ses compétences ou d'acquérir des qualifications par le biais d'une formation, Huxley a choisi la voie la plus facile, celle de l'élimination de ses rivaux. Il pensait qu'en éliminant les autres, ses opinions auraient plus de poids et qu'il serait moins confronté à la concurrence. Les employés âgés de 25 à 35 ans, en particulier ceux qui occupent des postes d'encadrement, sont devenus ses principales cibles. Tout comportement ou succès notable de leur part était sanctionné par du harcèlement, de fausses accusations ou d'autres tactiques visant à les évincer. Ceux qui attachaient de l'importance à leur travail et à leur carrière ont souvent démissionné pour échapper à cet environnement de travail hostile. L'entreprise ne comptait alors plus que deux types d'employés, le président, plus âgé et bien établi, et les jeunes employés au visage frais qui commençaient à peine leur carrière. À présent, je comprenais mieux le comportement de Huxley. Ce n'était pas seulement un collègue toxique. C'était un tyran manipulateur au bureau. Son principal objectif était de maintenir son image de jeune cadre le plus compétent de la pièce, même si cela impliquait de saper les autres. Ces tactiques sournoises passaient souvent inaperçues du président et des autres cadres supérieurs, et ne devenaient apparentes que lorsque les victimes étaient sur le point de partir. J'avais déjà mentionné le comportement de Huxley au président de la société, mais il avait rejeté mes inquiétudes. Il n'arrivait pas à croire que son propre fils puisse agir de manière aussi mesquine et jalouse. Pour lui, c'était impensable. Après tout, le président avait bâti l'entreprise à partir de rien, la transformant en un concurrent féroce dans l'industrie. Il ne comprenait pas comment quelqu'un comme Huxley pouvait privilégier l'apparence jeune et importante au détriment d'une véritable compétence. Mais moi, je savais mieux. J'avais vu de mes propres yeux ce qui se passait lorsqu'un tel comportement n'était pas contrôlé. Dans l'un de mes emplois précédents, la jalousie et le sabotage étaient passés inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que l'entreprise s'effondre. J'ai décidé qu'il était temps d'affronter Nixon directement. Vice-président exécutif Nixon, commençai-je, quels sont vos objectifs pour cette entreprise? Nixon a eu l'air perplexe face à ma question soudaine. Mes objectifs, j'espère que nous pourrons continuer à augmenter notre chiffre d'affaires et nos bénéfices. Le successeur du président est également très compétent, même s'il est encore étudiant, a-t-il répondu. Son ton semblait suggérer qu'il espérait que j'oublierais les actions d'Huxley et que je ne chercherais pas à semer le trouble. Nixon travaillait dans l'entreprise depuis longtemps et il était clair qu'il préférait la stabilité au conflit. Mais je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. Prenant une profonde inspiration, j'ai révélé quelque chose que je n'avais jamais dit à personne auparavant, pas même lors de mon entretien d'embauche. Savez-vous pourquoi j'ai changé 3 fois de travail? Ai-je demandé. Nixon acquiesce. Oui, vous avez parlé d'un départ forcé pour cause de jalousie. C'est malheureux, mais nous avons de la chance d'avoir recruté quelqu'un d'aussi talentueux que vous. J'ai secoué la tête. Ce n'est qu'une partie de l'histoire, ai-je dit. La réalité, c'est que ces 3 entreprises n'existent plus. Elles se sont scindées, dissoutes ou ont fait faillite. Elles ne fonctionnent plus. L'expression de Nixon est passée du calme au choc. Ce n'est pas possible, dit-il. Lorsque nous avons vérifié les antécédents de ces entreprises, elles étaient florissantes. Et si vous ne me croyez pas, je vous encourage à consulter leur site web maintenant,
ai-je suggéré. Nixon a sorti son smartphone et a commencé à faire des recherches. À chaque instant, son visage devient de plus en plus alarmiste. Vous avez tout à fait raison, dit-il à voix basse. Mais comment cela a-t-il pu se produire? C'est simple, ai-je expliqué. Les personnes qui m'ont chassé ont pris de l'assurance et ont commencé à répéter leurs actions avec d'autres. Lorsqu'un tel cycle se poursuit, il détruit une entreprise de l'intérieur. Une entreprise ne peut fonctionner sans son personnel. Et si les employés perdent confiance et commencent à partir, l'entreprise finira par s'effondrer. L'expression de Nixon est devenue sérieuse alors qu'il absorbait mes paroles. J'ai continué. Si la situation avec Huxley n'est pas réglée, cette entreprise pourrait connaître le même sort. Le harcèlement de Huxley peut sembler mineur par rapport à ce que j'ai connu dans le passé, mais il devient un problème important. Et elle m'a déjà poussé à choisir entre être rétrogradé ou perdre mon emploi. Et si je démissionne, cela ne fera que l'encourager à répéter ce comportement avec d'autres. Après un long silence, Nixon finit par hocher fermement la tête. Je comprends maintenant votre point de vue, a-t-il déclaré. Il ne s'agit pas seulement d'un drame sur le lieu de travail. Saboter l'entreprise par jalousie est un problème sérieux, et je ne resterai pas sans rien faire. J'ai ressenti une vague de soulagement. Avec Nixon de mon côté, il y avait enfin un espoir de changement. Après l'avoir consulté sur les prochaines étapes, je me suis rendu au service des ressources humaines pour récupérer les documents de démission que j'avais préparés plus tôt. À un moment où je partais, le président Ricker est apparu, l'air perplexe. Que se passe-t-il, demande-t-il. Huxley, qui se tenait fièrement à ses côtés, déclara. Je me suis déjà occupé de la négociation. Emery ne sera pas impliqué. Qu'est-ce que vous voulez dire, demanda Ricker en plissant les yeux. Emery était censé s'occuper de ça. Pourquoi n'est-il pas impliqué? Je l'ai viré hier, dit Huxley avec un sourire suffisant. Ce n'est pas grave. Je peux m'en occuper. Je sais parler anglais, et il ne reste plus qu'à signer le contrat. L'expression de Ricker devint glaciale. Avez-vous au moins examiné les documents de négociation? Demanda-t-il vivement. Les cadres de l'autre société arrivent aujourd'hui. Comment comptez-vous gérer cela sans Emery S. Huxley, qui avait supposé que la négociation n'était qu'une formalité, panique soudain. Il s'empare des documents et commence à les feuilleter frénétiquement. Son visage pâlit lorsqu'il découvre un détail critique qui lui avait échappé. Le contrat n'est pas rédigé en anglais. Il était rédigé en arabe, la langue officielle de l'entreprise du Moyen-Orient avec laquelle nous traitions. Une heure avant la négociation, j'ai reçu un appel désespéré de Huxley. Emery, nous avons besoin de toi à l'hôtel tout de suite, m'a-t-il demandé. Je me suis mis à rire doucement. Huxley, c'est très différent de ce que tu as dit hier. N'avez-vous pas dit que vous n'aviez pas besoin de moi? Je n'avais pas réalisé que le contrat était en arabe, balbutia-t-il, la voix tremblante. Eh bien, lui ai-je répondu, si vous aviez lu les documents plus tôt, vous auriez su que je raccrochais le téléphone, le laissant se débrouiller avec le désordre qu'il avait créé. Je pense que certaines leçons s'apprennent à la dure. Beaucoup de gens n'ont pas pu surmonter les difficultés de notre processus de négociation, mais j'avais un avantage unique. Ma capacité à négocier couramment en arabe me distinguait des autres. Parler cette langue était l'une de mes forces, et faire une blague en arabe pour détendre l'atmosphère était aussi facile que de respirer. Et si les négociations passaient à l'arabe et que les cadres supérieurs, qui nous faisaient confiance, ne s'adressaient à nous qu'en anglais, ce serait un désastre. Ils se sentiraient insultés et la transaction tomberait à l'eau. Les documents énonçaient clairement toutes les exigences, et l'ignorance de Huxley n'était pas une excuse. Son désespoir était évident. Lorsqu'il a commencé à m'accuser de fraude, prétendant que j'avais caché mes compétences en ne les mentionnant pas toutes sur mon CV, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Une embauche frauduleuse? C'est vrai? J'ai répondu que le fait de ne pas mentionner toutes les qualifications n'était pas une fraude. D'ailleurs, je n'ai jamais prétendu que je ne parlais que l'anglais. Le ton de Huxley est devenu rancunier. Si j'avais cette compétence,
Je m'en vanterais, dit-il avec amertume. C'est la différence entre nous. J'ai répondu calmement. Je n'ai pas besoin de me vanter de mes capacités. Je n'avais pas le temps de m'attarder sur la jalousie d'Huxley. La négociation était cruciale, et je savais que l'affaire tomberait à l'eau si les choses continuaient ainsi. Huxley, manifestement dépassé par les événements, a commencé à grogner de frustration. Sa colère a atteint son paroxysme lorsqu'il a menacé de démissionner et d'en parler à son père, le président de la société. Voyant là une occasion à saisir, je l'ai encouragé. Pourquoi n'appelles-tu pas ton père maintenant? Mettez-le sur haut-parleur et expliquez-lui pourquoi vous avez essayé de m'écarter de la négociation. Huxley a hésité, mais a fini par faire ce que je lui ai suggéré. Dès qu'il a commencé à parler, j'ai su que j'avais gagné. Son désespoir était évident et je voyais déjà le résultat. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel avec 10 minutes de retard, l'affaire était à moi. Fait amusant, Huxley avait mémorisé une phrase arabe, Emery sera bientôt là, et ne cessait de la répéter pour gagner du temps. Nixon avait anticipé cette situation et m'avait réservé une chambre à un autre étage, en me conseillant d'arriver légèrement en retard pour donner une leçon à Huxley. Lorsque j'ai rejoint la négociation, j'ai utilisé l'humour pour faire retomber la tension. J'ai plaisanté sur les différences culturelles entre Arabes et Américains en matière de gestion du temps, ce qui a permis de fluidifier la conversation. Une fois l'ambiance détendue, le contrat était pratiquement signé. En quittant nos invités, j'ai respiré profondément, soulagé. L'affaire est un succès et l'entreprise est en sécurité. Huxley, qui était resté figé dans un coin, s'affaissa sur une chaise, épuisé par le stress. Le président Ricker m'a remercié d'être intervenu et s'est excusé pour le comportement de Huxley. Nous allons prendre des mesures disciplinaires à son encontre, dit Ricker avec fermeté. Huxley est resté silencieux sous le regard de son père. De retour au bureau, Ricker tint parole. Je t'ai recueilli quand tu n'avais nulle part où aller, et voilà comment tu me remercies, gronde-t-il devant l'équipe de direction. C'est comme si j'avais été mordu par mon propre chien. Écrivez votre lettre de démission aujourd'hui. Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous trouviez un autre emploi, mais si vous refusez, vous serez renvoyé. Vous n'avez pas hésité à donner le même choix à Emery. Huxley, tremblant sous le poids de la colère de son père, accepte rapidement de démissionner. Je me suis efforcé de garder la tête froide pendant qu'il se précipitait au service des ressources humaines, où sa démission a été immédiatement prise en compte. Et la semaine suivante, lors de la réunion du matin, Ricker s'est adressé à toute l'équipe. Il a détaillé la mauvaise conduite de Huxley et a averti que quiconque l'avait aidé dans son sabotage en subirait les conséquences. Les employés qui avaient suivi à contre-séance les ordres de Huxley ont été transférés à des postes moins importants ou ont démissionné sous le feu des critiques. L'entreprise a également modifié ses pratiques d'embauche. En recrutant des employés plus expérimentés âgés de 25 à 35 ans. Ce changement positif a permis aux jeunes employés qui s'étaient auparavant sentis étouffés de s'épanouir. Le retrait d'Huxley de l'équation a revitalisé l'entreprise. Cependant, Huxley lui-même s'est efforcé de trouver un autre emploi, faisant face aux conséquences à long terme de ses actions. Plus tard, Ricker m'a posé une question qui lui trottait dans la tête. Pourquoi n'avez-vous pas mis en avant votre capacité à parler cette langue dans votre CV? C'est une compétence tellement précieuse. J'ai souri et j'ai expliqué. Pour moi, cela n'a pas toujours été un avantage. Cela a plutôt été un obstacle. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné par les langues et j'en parlais couramment. Avant d'obtenir mon diplôme universitaire. Mon premier emploi impliquait l'utilisation de cette compétence, mais cela a fini par limiter mes possibilités. J'étais confiné à des tâches d'interprétation et de traduction, même lorsque je souhaitais jouer un rôle plus actif dans les négociations. Même si je savais comment améliorer les accords, je n'étais pas autorisé à exprimer mon opinion. Lorsque j'ai demandé à être muté à un poste plus impliqué, mon supérieur m'a rejeté en disant qu'un interprète n'avait besoin que d'une bouche en état de marche, pas d'intelligence. Mes collègues ont mal compris mon rôle et m'en ont voulu, pensant que je bénéficiais d'un traitement de faveur. Frustré, je suis parti. J'ai continué.
Ce schéma s'est répété dans mes 2 emplois suivants. Mes compétences linguistiques me rendaient précieuses, mais elles suscitaient également la jalousie et le ressentiment. Lorsque je suis arrivé dans cette entreprise, j'ai décidé de minimiser mes compétences linguistiques lors de l'entretien. C'est Nixon qui a vu clair en moi et qui a compris mon potentiel. Ricker acquiesce. Réfléchissant à mon histoire. Je comprends maintenant pourquoi il était si important d'aborder les actions d'Huxley. Merci d'être resté avec nous et d'avoir contribué à mettre au jour ces problèmes. Une fois Huxley parti, l'entreprise a prospéré. Ricker a tenu sa promesse de récompenser mes efforts. L'année suivante, il est devenu président du conseil d'administration et Nixon est devenu le nouveau président. J'ai également été promu, passant de directeur des ventes à vice-président exécutif. Malgré cette promotion, je suis resté impliqué dans la gestion du département des ventes, veillant à ce que notre équipe reste forte et innovante. Aujourd'hui, je me concentre sur le développement de subordonnés fiables et sur la création d'un environnement où les différents talents peuvent se développer. J'utilise mes compétences linguistiques non seulement par commodité, mais aussi pour jeter des ponts entre les cultures et élargir notre champ d'action. Je crois fermement que ceux qui occupent des postes de direction ont la responsabilité de cultiver les talents, et j'applique ce principe dans mon travail quotidien.